De retour dans Punchline, elle dénonce la bassesse de la France. Rima Hassan exhorte notre pays à changer de ton vis-à-vis de l'Algérie. À la tribune du Parlement européen, l'élue insoumise a taclé l'attitude de la France. Elle l'accuse d'attiser les tensions avec Alger. Je vous propose de l'écouter, puis on commente avec mes invités juste après. Le rapport à l'Algérie comme celui au continent africain doit changer de ton et de posture. Malgré 132 ans de colonisation et la décennie noire, l'Algérie tient debout grâce aux forces vives de son peuple dont les revendications de justice et de liberté ont bouillonné tout au long du Hirak. C'est dans cette transition post-coloniale que se trouve l'Algérie comme tant d'autres pays qui ont été déstabilisés, pillés, abîmés dans leur chair par le colonialisme dont les crimes restent tus quand ils ne sont pas niés. L'Europe et la France doivent renouer avec le multilatéralisme pour dessiner un chemin de fraternité entre les peuples que l'histoire a liés. Les cas de Boualem Sansal, de Christophe Glaise, mais plus encore celui des militants algériens dont personne ne se préoccupe ici, doivent nous interpeller non pas sur fond d'humiliation et d'ingérence, mais dans une volonté réelle et désintéressée de faire respecter la dignité humaine. La fracture diplomatique alimentée par le gouvernement français continuera à causer ce type de dommages collatéraux. Elle ajoute aussi, je le dis, aux descendants de colons, ici ils se reconnaîtront, l'Algérie n'est plus une colonie. L'Algérie s'honorerait à prendre de la hauteur face aux bassesses de la France. Julien Drey, je voulais vous faire réagir à ça. Alors, il se trouve que moi je suis un pied noir. Donc mes racines sont certainement plus profondes d'ailleurs que les racines de Rima Hassan sur l'Algérie. Parce que moi historiquement, mes ancêtres étaient en Algérie depuis 3 ou 4 000 ans. Et nous sommes partis alors que nous voulions rester. Et on nous a rien donné quand on est parti. Rien. Je suis parti en petit short avec ma mère, et pas parce que c'était le jour de l'indépendance, c'était parce que mes parents voulaient rester en Algérie et qui croyaient qu'à une Algérie pluriethnique, plus multiconfessionnelle, etc. Et qu'à un moment donné, on leur a dit qu'ils étaient juifs et qu'il fallait qu'ils partent vite, sinon ils allaient être enfermés. Donc je dis d'ailleurs souvent à Rima Hassan, puisqu'elle est sur la logique du retour, que moi j'aimerais bien que les pieds noirs, qui n'étaient pas des colons pour la grande majorité d'entre eux, qui étaient des braves gens, des fonctionnaires, etc., puissent retourner. J'ajoute que dans la guerre d'Algérie, la manière dont le FLN s'est comporté pendant tant de temps, à côté de ce qu'a fait l'armée française, a aussi empêché qu'une Algérie différente puisse naître. Parce que quand on pratique le terrorisme aveugle, comme ça a été le cas à la fin de la guerre d'Algérie, pendant les 2 dernières années, ça n'a pas aidé à ce que l'Algérie connaisse, qu'a été le cas par exemple de l'Afrique du Sud, où beaucoup de gens sont restés. Parce qu'on fantasme sur les colons. Il y avait les colons d'Algérie qui sont très mal comportés, tout ce que vous voulez, etc. L'armée française pendant la guerre d'Algérie, etc. Mais il y avait une autre issue possible. Et dans cette autre issue possible, j'insiste là-dessus, l'Algérie aurait pu être un des pays les plus développés du continent, peut-être même plus que la France, parce que les richesses de l'Algérie, les infrastructures construites en Algérie étaient extraordinaires. Et ça ne vous met pas en colère ce qu'elle dit là au regard de votre histoire? Je ne l'écoute même plus, ça ne m'intéresse même pas. Voilà. Je pense que c'est du cinéma, je pense que là, elle paye ses employeurs. Vous voyez, je le fais exprès. Si elle veut me faire un procès, j'attends que ça, j'adorerais ça. Elle paye ses employeurs, puisqu'elle a été, au départ, bien traitée par le régime syrien de Bachar al-Assad, et après, elle a beaucoup travaillé avec l'Algérie. Voilà. Oui, attendez, quand vous dites elle paye ses employeurs, vous parlez de l'Algérie, on n'a je parle. On n'a aucune preuve de quoi que ce soit. Non, mais je reprends ce qu'a dit ici Paul Amar. Moi, il l'a dit ici à l'antenne. Il l'a dit ici à l'antenne. Bon, moi, je reprends. Mais c'est pas grave aussi. C'est votre propos, voilà. Mais c'est mon propos. Et si elle veut, pas dire ça, on n'a pas de preuve. Et si elle veut, on fait un procès et on repartira de toute sa trajectoire. Moi, je le dis simplement. Ce qu'on note, c'est qu'elle est plus prompte, en tout cas, à défendre la Palestine, à défendre l'Algérie, à défendre la France. En l'occurrence, dans ses prises de parole au Parlement européen. Je n'ai pas vu Rima Hassan descendre dans la rue quand le peuple algérien se battait pour sa liberté il y a encore quelques années. Je n'ai pas vu Rima Hassan se battre pour le peuple kabyle qui aujourd'hui subit une oppression terrible. Voilà. Alors qu'elle défende ceux qui gouvernent l'Algérie et qui ont mis l'Algérie dans cette situation. Parce que le peuple algérien, il mérite mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Beaucoup mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Arnaud Benedetti, on rappelle que l'Algérie détient depuis plusieurs mois arbitrairement l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Je partage complètement ce que vient de dire Julien Drey sur... Il y aurait beaucoup à dire sur les origines du régime algérien, sur la façon dont le régime algérien se comporte avec la France depuis 63 ans. Ce qui est sûr, c'est que les propos de Rima Hassan, lorsqu'elle demande à la France de changer de ton, je crois que la France a fait preuve depuis en tout cas 7 mois, c'est-à-dire depuis l'arrestation de Boualem Sansal, totalement arbitraire et scandaleuse, d'une retenue et d'une discrétion que d'aucuns confondent parfois d'ailleurs, non sans raison, avec une forme de soumission et une forme de lâcheté. En l'occurrence. Donc je ne vois pas ce que l'on peut faire de plus aujourd'hui dans notre comportement collectif vis-à-vis de l'Algérie que ce que l'on a fait ou que ce que l'on n'a pas fait depuis 7 mois. Donc en la matière, je crois que, si vous voulez, aujourd'hui,
L'Algérie nous impose un rapport de force auquel on ne répond pas, auquel on ne veut pas répondre. Or, on a des leviers pour aujourd'hui changer ce rapport de force. Il faudra un jour interroger ceux qui nous gouvernent sur les raisons qui retiennent d'une certaine manière leurs bras, excusez-moi cette expression, dans notre relation avec l'Algérie. Je rajouterai par ailleurs que parmi les moyens de pression que l'on connaît, c'est-à-dire les visas, les biens des dirigeants algériens, on peut cibler un certain nombre de responsables algériens dont les familles sont en France également et qui profitent largement des largesses de la France et parfois même des largesses en termes de visas. Il y a aussi, j'allais dire, un accord qui est en cours de négociation, qui est l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. Nous avons demandé au niveau du comité de soutien à plusieurs reprises, et d'ailleurs ça a été voté par le Parlement européen et par les parlementaires européens au mois de janvier, c'est évidemment de reporter sine die les négociations avec l'Algérie concernant cet accord, tant que Boualem Sansal et d'autres prisonniers politiques ne sont pas libérés. Donc aujourd'hui, clairement, la France est très faible vis-à-vis de l'Algérie. C'est pas nouveau, hein. On a toujours été assez faible vis-à-vis de l'Algérie, mais je crois qu'on ne l'a jamais été autant qu'aujourd'hui. Naïma M. Fadel. Alors moi j'ai envie de dire à Madame Rima Hassan, je l'exhorte aussi à changer de ton envers la France et envers les Français. Qu'elle est censée représenter oui, mais qui l'ont accueillie, elle et sa famille, avec générosité. Ils ont été accueillis en France et qui lui a permis de vivre en France et de pouvoir être aujourd'hui député européen. Donc ce qu'elle oublie souvent. Et si Madame Rima Hassan... elle aime tellement l'Algérie, elle est tellement admirative de ce pays, eh bien qu'elle y aille. Alors, puisqu'elle dit qu'aujourd'hui, elle est traîtresse à notre pays et qu'on ne peut pas lui enlever la nationalité française parce que sinon elle serait apatride, je suis certaine que l'Algérie lui donnerait la nationalité. Alors elle dit la France doit changer de ton. Quelque part, les Français sont assez d'accord là-dessus, mais pas dans le sens où Rima Hassan elle-même l'entend. Regardez notre sondage CSA pour CNews et Europe 1. Faut-il supprimer les accords de 1968 qui facilitent les conditions de circulation, de séjour et d'emploi pour les Algériens en France? 72% des Français, vous le voyez et vous l'entendez, répondent que oui, et cette majorité, on la retrouve au sein des droites, quand on fait le détail des partis politiques. 88% à droite, 88% quand on regarde la droite nationaliste également, 79% au centre sont d'accord avec cette proposition. Et à gauche, évidemment, on est aussi d'accord, sauf du côté des sympathisants de la France insoumise. Eux disent non à 67%, et c'est ce qui fait diminuer la moyenne de la gauche, puisque 49%, on voit seulement des Français militants à gauche sont d'accord avec cette affirmation. Ce qui explique sans doute finalement le clientélisme des élus insoumis sur ce sujet. C'est simple, en un graphique, vous venez de résumer la stratégie de la Geoffroy Lejeune. Depuis 2019, et ça s'est accentué depuis le 7 octobre évidemment. Et résultat, moi, c'est compliqué de parler après Julien et Arnaud de l'Algérie, du rapport à l'Algérie, de la réécriture de l'histoire de Rima Hassan qui est sidérante, parce que elle a eu un échange d'ailleurs sur les réseaux sociaux il y a quelques mois maintenant avec Éric Zemmour qui avait pris le temps d'écrire un long texte, parce que lui aussi il venait d'Algérie, qui était ultra éloquent sur ce qui s'était réellement passé, et elle était dans le déni de ça. Mais moi, ce qui me sidère le plus à la fin, c'est que cette stratégie clientéliste fonctionne, puisque on a envoyé au Parlement européen quelqu'un qui ne parle jamais d'autre chose que l'Algérie et la cause palestinienne. C'est-à-dire que le magazine Frontières a fait une analyse de ses tweets depuis qu'elle est en campagne pour les élections européennes. Elle n'a jamais parlé d'un autre sujet que ces deux causes, qui sont les causes évidemment. Et alors, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il faut supprimer les accords de 68 qui facilitent les conditions de circulation, de séjour et d'emploi pour les Algériens en France? Écoutez, c'est vrai que cet accord du mois de décembre 1968, qui avait été révisé à peu, il y a eu une révision, je crois que c'était en 1994, régit complètement les relations entre l'Algérie et la France et facilite l'octroi de titres de séjour avec l'Algérie. La difficulté, vous l'avez dit, c'est que il y a eu des tentatives diplomatiques, de diplomatie, il y a eu de la médiation, il y a eu un débat médiatique avec Arnaud Benedetti qui s'est battu, qui continue à se battre pour Boualem Sansal. Ça ne marche pas. On voit que la Cour d'appel a confirmé cette peine de prison à 5 ans d'emprisonnement, alors qu'il est âgé de 80 ans, qu'il a un cancer. Donc à un moment donné, oui, ils ne connaissent que le langage de force. Mais on voit bien aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur, bien qu'il ait une position de fermeté, hésite. Le Premier ministre aussi hésite
à s'attaquer aux accords de décembre 68. Je pense qu'à un moment donné... Il est désavoué, en fait, par le président de la République. Il est désavoué par le président de la République. C'est la configuration politique très délicate que nous connaissons aujourd'hui, entre un président et un gouvernement, un ministre de l'Intérieur qui ne sont pas forcément d'accord. Je crois qu'à un moment donné, il y a toute une panoplie que l'on doit utiliser pour être ferme. D'abord, il y a ces accords 68. Une décision pourrait être prise sur une suspension provisoire. L'absence ou le fait de ne plus délivrer de visa, on pourrait aussi envisager le rappel de l'ambassadeur de France en Algérie. Il y a toute une panoplie qui existe pour aller plus loin. Il est là, hein. Il est revenu déjà. L'ambassadeur de France en Algérie. Il est revenu, mais plus, on peut parler de rupture de relations diplomatiques. Et enfin, il y a une chose dont on ne parle jamais. Une chose dont on ne parle jamais, l'Algérie et les dirigeants ont une dette considérable vis-à-vis de la PHP, les hôpitaux publics de la PHP, parce que ça fait des années qu'ils se font soigner et qu'ils sont endettés, qu'ils n'ont jamais remboursé la totalité de la dette qu'ils doivent à la PHP. Julien Drey. Non, on est le 9 juillet aujourd'hui, hein, c'est ça, hein. Donc sur les crimes commis pendant la guerre d'Algérie, il y a un crime dont j'attends toujours que les autorités algériennes s'excusent. Le 5 juillet à Oran, 900 pieds noirs ont été massacrés, dont des membres de ma famille. Je n'ai jamais entendu l'Algérie s'excuser. On nous demande à nous excuser, et je suis d'accord, sur les crimes du colonialisme, etc. Mais ça a été un crime, avec en plus une lâcheté, puisque l'armée française a attendu 17 heures avant de rentrer à Oran pour sauver ceux qui étaient là. Et ils ont été assassinés dans des conditions atroces. Je le rappelle parce que on oublie tout ça. Personne n'en parle, on n'est pas... Voilà. Et j'attends toujours que le gouvernement algérien, au moins dise ou reconnaisse qu'il y a quand même eu des massacres qui ont été perpétrés. Et ça n'excuse pas ce qui s'est passé avant, pendant la guerre, avec tout ce qui a été, la torture et tout ce que vous voulez, etc. Ça, c'est la deuxième chose sur le gouvernement français, je me permets de vous dire, moi je veux bien qu'on se prenne la tête les uns et les autres. Il suffit que le président de la République décide de nommer M. Boualem Sansal ambassadeur français auprès des Nations Unies, et on rentre dans un autre contexte, qui d'ailleurs permettra de faire remarquer à la France insoumise que le droit international s'applique aussi dans ces cas-là, et qu'on ne peut pas faire... Alors expliquez-moi la suite de la logique, parce que je n'ai pas... à partir de là, c'est un diplomate, il ne peut plus... L'Algérie se met en dehors du fameux droit international revendiqué par Mme Rima Hassan et M. Mélenchon. Je suis d'accord avec vous, mais je crains que ça ne les émeuve pas outre mesure, qu'on le nomme ambassadeur. C'est ce qu'on a demandé, nous, il y a déjà plusieurs mois. On a demandé qu'il soit nommé ambassadeur, au moins pour la francophonie. On n'a jamais eu de réponse, d'ailleurs, du président de la République. On lui a fait une lettre ouverte dans le Figaro, je crois, au mois de janvier ou au mois de février. Aucune réponse. Mais c'est vrai qu'il y a une relation totalement asymétrique avec l'Algérie, notamment sur le plan de la mémoire. Je rebondis sur ce que dit Julien Drey. Vous avez parlé, en effet, des massacres du 5 juillet, où il y a une responsabilité quand même de l'État français, en l'occurrence, qui n'est pas intervenu parce que c'était le général Katz qui, pendant 18 heures, alors qu'il le savait pertinemment, a laissé massacrer des Européens et même des musulmans, d'ailleurs, qui ont été massacrés librement. Et d'ailleurs, là-dessus, j'entends pas le président Macron, émettre la moindre repentance vis-à-vis des pieds noirs, mais il y a aussi les disparus. Il ne faut jamais oublier, vous avez à peu près 2500 disparus dont on n'a jamais eu de nouvelles, où l'État algérien a toujours refusé de s'expliquer sur ces disparus. Il y a des archives qui n'ont jamais été ouvertes en la matière. Donc, si vous voulez, si on commence à rentrer dans la guerre mémorielle, en l'occurrence, on ne s'arrangera jamais. Mais par contre, c'est là où veulent nous entraîner les Algériens. Et je pense que le président de la République a commis une erreur en voulant rentrer, j'allais dire, dans ce chantage permanent, même s'il l'a dénoncé par la suite, cette rente mémorielle. Après, la question de Boualem Sansal, si vous voulez, moi, ce que je note, c'est que, encore une fois, le 7 avril dernier, M. Barrot s'est rendu à Alger. Il n'a pas prononcé une seule fois le nom de Boualem Sansal. Ça fait 6 mois qu'on nous annonce une libération immédiate. On nous l'a dit au mois de décembre. Je me rappelle très bien. On nous l'a dit ensuite au mois de mars. On disait attendez. En première instance, vous verrez, une fois qu'on aura fait le procès, on va s'arranger avec les Algériens. Boualem Sansal va être libéré. Après, on nous a dit non, attendez, la fin du Ramadan. La fin du Ramadan est arrivée. Boualem Sansal n'a pas été libéré. En plus, on a eu, vous savez, cette affaire de l'influenceur d'opposition algérien qui a été enlevé. On a arrêté un agent consulaire, quand même, il faut le rappeler. Les autorités algériennes ont voulu enlever sur notre territoire un opposant algérien. Donc, on recule. Résultat des courses, on est le 9 juillet. Boualem Sansal n'a pas été gracié le 5 juillet, au moment de la grâce collective.
Je crains qu'il ne le soit pas, malheureusement, dans les jours qui viennent. La réalité, excusez-moi, mais je voudrais ajouter quelque chose. C'est que ce qui est en train de se passer, il faut comprendre que ce qui est en train de se passer est éminemment politique. Complètement. Parce que l'Algérie a un objectif, faire plier la France sur la reconnaissance du Sahara occidental. Voilà, c'était exactement. C'est que ça. Et donc ils font tout pour nous faire mettre un genou à terre. Un mot d'Édouard Tétrault. L'Algérie a un objectif, Julien Drey l'a très bien dit, elle a aussi un allié qui est derrière elle. De la même façon que Rima Hassan a un employeur, l'employeur, il a un financier, il a un formateur, il a un souteneur, le même qui est derrière l'Iran, qui est derrière le Hamas, qui est derrière... c'est la Russie. C'est la Russie. Il ne faut jamais oublier, quand on parle de l'Algérie d'aujourd'hui, du régime algérien, qui est derrière, c'est la Russie de M. Poutine, qui a dans son agenda de déstabiliser notre pays et qui va utiliser tous les proxys pour le faire, incluant l'Algérie. Donc quand on a l'Algérie en face de nous, il faut savoir qu'il y a le Kremlin derrière et ne jamais l'oublier. Et ça avait commencé avant Poutine, puisque déjà l'URSS, mais oui, dès 62, l'URSS était déjà en position pour utiliser l'Algérie pour déstabiliser la France. Le FLN, c'est la Russie. Alors, simplement, je veux dire que la dégradation des relations avec l'Algérie a commencé, comme vous l'avez dit, avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Allez, maintenant on s'arrête, il est 18h30, s'il vous plaît. Naïma M. Fadel. Depuis 62, il n'y a jamais eu une bonne relation. Il est 18h30, je vous redonne la parole juste après. Le rappel de l'actualité avec Maureen Vidal. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, l'Olympique lyonnais reste en Ligue 1. Le club s'est félicité de ce maintien décidé par la commission d'appel de la DNCG. C'est dit déterminé à assurer une gestion sérieuse à l'avenir. Le plus difficile reste à faire, a réagi la figure historique du club, Jean-Michel Aulas, qui a salué le courage de la nouvelle présidente, Michèle Kang. 3 personnes sont mortes dans un accident d'avion de tourisme en Savoie. L'appareil s'est écrasé au sud de l'aéroport de Chambéry ce matin. Les 3 occupants étaient 2 femmes et un homme. Les circonstances précises de l'accident sont inconnues à cette heure et pourront être déterminées dans le cadre de l'enquête judiciaire, a indiqué la préfecture. Et dans le procès de l'attentat de la rue des Rosiers en 1982, le PNAT a annoncé avoir requis le renvoi de 6 personnes, dont Abou Zayed. Le parquet national antiterroriste demande notamment un procès devant la cour d'assises spéciale pour ce dernier, suspecté d'être l'un des tireurs de l'attentat et détenu en France depuis fin 2020. Ma chère Naïma M. Fadel, est-ce que vous voulez le mot de la fin? Oui, parce que ça m'agace à chaque fois quand on dit, en fait, la France, elle a reconnu la marocanité du Sahara, donc depuis ce moment-là, le régime algérien n'est pas content et donc il le fait payer à la France. C'est pas vrai. Depuis 62, il y a toujours eu des conflits avec l'Algérie. C'est toujours. D'ailleurs, vous pouvez regarder la télévision algérienne, il y a toujours que des films, des documentaires sur la guerre d'Algérie. Oui. Donc on sait très bien qu'ils ont entretenu cette haine de la France et qu'ils n'ont pas attendu que la France reconnaisse la marocanité du Sahara. D'autant plus que le Maroc n'avait pas besoin que la France le reconnaisse parce que de nombreux pays européens ont reconnu, dont l'Espagne qui est à gauche, qui a reconnu la marocanité du Sahara. Et ça s'est mal passé voilà. Et je voudrais juste préciser une chose à mon ami Julien Drey, parce que ça me tient à cœur. Les Juifs d'Algérie, du Maroc, de Tunisie sont avant tout algériens, marocains ou tunisiens. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés avec la colonisation française. Ils sont souvent berbères, c'est 2000 ans d'histoire. Moi, je suis fière de le dire parce que je suis d'origine marocaine et que ça fait partie de l'histoire marocaine et c'est même dans la constitution marocaine, l'apport hébraïque. Voilà. Allez, comme chaque mercredi, Édouard Tétrault, conseiller dirigeant d'entreprise, est avec nous sur ce plateau. Édouard Tétrault, vous venez nous parler de votre 20e et dernière contre-proposition que vous faites dans le JD News cette semaine. Elle concerne une grande absente de nos politiques publiques depuis plusieurs quinquennats, c'est la natalité. Il y a urgence, car dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays occidentaux d'ailleurs, elle est en chute libre, cette natalité. Absolument. Alors, 20e et avant-dernière... Avant-dernière, pardonnez-moi. Parce que Geoffroy en redemande. Elle s'est trompée. Eh bien, très bien. La semaine prochaine encore, alors. S'est trompé. Oui, alors, c'est une chronique un peu de faillot. Je dois le reconnaître. Pourquoi ? Parce que j'étais aux rencontres d'Aix le week-end dernier. Alors, il y avait les choses classiques, le CAC 40, etc., les énergies renouvelables, tout ce que vous voulez. Et puis, une table ronde qui était de très loin la plus intéressante, parce que c'est en fait l'économie, les chiffres, les économistes, on leur fait dire à peu près tout et n'importe quoi. En revanche, la démographie, elle ne ment pas. Vous pouvez lire l'avenir d'un pays, d'une région, en tirant les courbes de la démographie, parce que ce sont des mouvements à la fois lents, profonds.
Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans le monde entier, et on va revenir à nos sociétés européennes, dans le monde entier, c'est un effondrement. Mais c'est drôle, parce qu'il y a 10-20 ans, si on avait cette discussion, c'était la bombe démographique, le drame de la surpopulation. Aujourd'hui, chiffres à l'appui, l'IDEN nous dit que les 2/3 de l'humanité sont aujourd'hui en dessous du seuil de remplacement. Il y avait en moyenne 5,1 enfants par femme dans les années 65 dans le monde. Aujourd'hui, on est à 2,3. 2,3, c'est pas mal. En fait, les 2/3 en dessous du seuil de renouvellement. Si on regarde dans le détail, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les nations de souche chrétienne se défendent mieux que les autres ? Elles font pire. Italie et Espagne, c'est les lanternes rouges de l'Europe. 1,2 enfants par femme. Nous, on est à 1,6. Mais le pire du pire sont les sociétés confucéennes. Japon, Chine, Corée du Sud, 0,7 ou 1 enfant par femme. Pourquoi ? Et c'est là où on creuse. Parce que quand vous êtes dans une société confucéenne, eh bien, en fait, il faut vraiment que l'enfant réussisse. Il ait des diplômes, il grandisse. Eh bien, on va tout mettre sur un seul enfant parce qu'on n'a pas assez d'argent pour le reste. Alors, comment on fait ? Je crois que vous en avez discuté tout à l'heure. On a essayé plein de choses. Vladimir Poutine, Viktor Orban ont essayé les primes. Viktor Orban, si vous faites 4 enfants en Hongrie, vous ne payez plus l'impôt sur le revenu. Ça marche pas. Enfin, c'est epsilonesque. Vladimir Poutine, c'était 1 000 euros par enfant. Là aussi, c'est epsilonesque. On regarde les choses. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. L'individualisation de la société, mais quand même, faire famille, travailler pour les prochaines générations. Qu'est-ce qui bloque ? Et en fait, le seul vrai levier qui marche, d'où un côté un peu faillot, pardon, et bien en fait, c'est plus les femmes seront soutenues, plus elles feront d'enfants. Exact. Alors, bien sûr, plus la société soutiendra le projet Faire les enfants, donc très concrètement, c'est les crèches en entreprise, c'est bien sûr les gardes d'enfants défiscalisées, ça aide beaucoup. Il faudra aussi réfléchir au niveau, mais totalement pénalisant des études pour les enfants aujourd'hui, voir comment la communauté peut le prendre en charge, comment les anciens peuvent plus facilement payer pour etc. Mais la vraie variable, et les pays d'Europe du Nord, c'est en fait décharger les femmes de la charge mentale, c'est pas révolutionnaire, des tâches ménagères, des devoirs des enfants, et on le voit, statistique à l'appui, plus les femmes sentent qu'elles vont être soutenues et accompagnées dans le projet, bien plus elles acceptent volonté de faire les enfants. Donc ma contre-proposition, elle va pas coûter très cher. Ça tombe bien, pardon pour la polémique, si vous regardez l'intérêt que porte Catherine Vautrin, ministre en charge de la famille, à la famille, il n'existe pas. Elle s'est occupée de la loi fin de vie avec le succès que l'on connaît. Elle s'est occupée d'affaires de santé, etc. La famille a disparu du portefeuille du ministre des Affaires familiales. Donc concrètement, c'est pas l'État qui va donner l'exemple. C'est pas la manne financière de l'État qui va aider. C'est chacun dans nos foyers, dans nos familles. Et puis aussi, on peut se mettre à rêver ou à espérer que le président ou la présidente que nous choisirons en 2027 incarnera peut-être davantage que l'actuel tenant du titre, non seulement le souci d'eux, mais la capacité à avoir et l'expérience d'avoir porté à deux une famille qui grandissait. C'est du très concret, c'est pas révolutionnaire, mais c'est comme ça qu'on change les sociétés. On va marquer